Bonjour à tous et bienvenue sur le site objectifbac.fr, le site spécialisé dans les terminales ES. Attaquons dès à présent l'année d'économie avec la première partie sciences économiques et le premier thème croissance, fluctuation et crise. Chapitre 1. Quelles sont les sources de la croissance économique? Nous allons commencer par aborder quelques savoirs de référence sur la question, notamment le PIB qui mesure une partie de l'activité économique mais qui reflète mal le niveau de vie d'une population. La croissance économique est l'augmentation de la production sur une longue période. Si elle est supérieure à la croissance démographique, elle permet d'élever le niveau de vie moyen, c'est-à-dire la quantité de biens et de services dont dispose en moyenne une société. La croissance économique est ainsi mesurée par le taux de croissance du PIB ou du PIB par habitant. Mais alors quels sont les intérêts et les limites du PIB comme mesure de la production? Eh bien, on obtient le produit intérieur brut, PIB, en sommant les valeurs ajoutées. Le PIB intègre la production marchande, évaluée au prix de marché, et la production non marchande des administrations, mesurée par les coûts de production, à défaut de prix de marché des services non marchands. Mais un certain nombre d'activités économiques ne sont pas prises en compte, faute de données fiables. C'est le cas notamment des activités légales non déclarées et des activités illégales, qui forment une économie souterraine. Estimé à 5,9% des emplois en France, mais à 26,9% en Grèce en 2008. Le PIB ne mesure pas non plus la production bénévole et la production domestique. Par exemple, quand votre femme ou vous-même faites le ménage chez vous, ceci n'entre pas en compte dans le PIB. En France, cette dernière a pourtant été évaluée par une enquête de l'INSEE en mars 2011, dans laquelle les heures de travail domestique des Français sont valorisées au SMIC à 26% du PIB. Au-delà du PIB, l'IDH. Il a été mis au point en grande partie par Amartya Sen, prix Nobel d'économie, au PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. L'indice de développement humain, donc le IDH, est un indicateur composite qui a pour objectif de compléter l'approche en termes de PIB trop réductrice en combinant trois éléments: la longévité et la santé, l'instruction et l'accès au savoir, et le niveau de vie. La comparaison du classement des pays en fonction du seul PIB par tête et en fonction de l'IDH permet de souligner que le développement humain ne se limite pas à la croissance de la production. Cependant, l'IDH apparaissant lui-même comme insuffisant pour rendre compte du bien-être, d'autres indicateurs ont été construits pour mesurer notamment la pauvreté ou la situation spécifique des femmes. La commission Stiglitz-Senfitoussi en 2008, officiellement nommée Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social, a développé une réflexion sur les moyens d'échapper à une approche trop quantitative, trop comptable de la mesure de nos performances collectives, et d'élaborer de nouveaux indicateurs de richesse. Les facteurs de la croissance économique. L'augmentation de la production résulte de la hausse de la quantité de travail utilisé, travail et capital, et de la hausse de l'efficacité de leur combinaison productive, ce qu'on appelle l'amélioration de la productivité globale des facteurs, PGF. On peut schématiquement représenter cette relation par l'expression de la fonction de production qui associe la quantité maximale produite à diverses quantités de travail et de capital utilisé, et qui s'écrit d'une manière générale Q égale F, facteur de KL. Selon R. Solo, 56, ce qui, dans la hausse de la quantité produite, n'est explicable ni par l'augmentation de la quantité de travail utilisé, ni par l'augmentation de la quantité de capital utilisé, et qu'il nomme le résidu, mesure l'accroissement de la PGF attribuable au progrès technique. Le progrès technique est d'autant plus nécessaire que l'accumulation du capital par travailleur, qui permet d'accroître la productivité du travail, se heurte à la loi des rendements décroissants lorsque le facteur travail est fixe. Ce qui, en première approximation, est le cas dans les pays ayant réalisé leur transition démographique depuis longtemps. Seul le progrès technique permet de surmonter ces rendements décroissants du capital et d'assurer une croissance durable de la productivité du travail. Le rôle central de l'accumulation du capital. Si le progrès technique est une des sources essentielles de la croissance économique, l'accumulation du capital sous toutes ses formes contribue à long terme au progrès technique et participe à l'entretien de la croissance. Se crée ainsi une dynamique auto-entretenue de croissance, une croissance endogène. L'investissement productif privé, qui permet l'accumulation du capital physique et la mise en œuvre de l'innovation technologique, modernise le stock de capital, ce qui en élève la productivité. Les dépenses de recherche et développement, engagées pour innover, considérées comme de l'investissement immatériel, contribuent ainsi à accroître durablement le potentiel productif. Si R. Soro soulignait en 87 le paradoxe d'une accumulation de dépenses en nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC, sans gain de productivité, ce paradoxe
n'est plus d'actualité depuis le milieu des années 90, les entreprises étant parvenues à se réorganiser et les salariés à maîtriser ces technologies. La croissance de la productivité s'est dès lors accélérée aux États-Unis. Il peut donc y avoir un décalage temporel entre les dépenses d'investissement et leurs intérêts sur la productivité. L'accumulation de capital concerne également le capital humain, c'est-à-dire l'ensemble des savoirs, savoir-faire et au-delà, toutes les dispositions du travailleur qui lui donnent une certaine efficacité dans la production. En accumulant du capital humain, une économie augmente la capacité des travailleurs à créer une valeur ajoutée plus élevée et à innover. Si le rôle de l'éducation est ici fondamental, les effets des dépenses d'éducation sur la croissance dans les pays avancés ne sont pas si simples à mesurer. La croissance de ces dépenses pouvant avoir un effet sans doute plus important que leur montant. Les investissements publics permettent également d'accroître et de moderniser le capital public. Ils concernent les infrastructures de communication et de transport notamment, mais aussi les investissements dans la recherche, l'éducation ou la santé. Certains investissements sont générateurs d'externalités positives qui alimentent la dynamique de croissance auto-entretenue, croissance endogène. C'est notamment le cas des investissements en capital humain, qui se traduisent par exemple par la hausse de la formation initiale moyenne grâce à l'extension de l'accès aux nouvelles générations au baccalauréat ou encore par le développement de l'enseignement supérieur. C'est également le cas des investissements en recherche et développement et des investissements dans certaines infrastructures publiques, comme par exemple depuis les années 90, l'extension de la couverture GSM et l'amélioration des performances des réseaux de téléphonie mobile ou de la DSL et de la fibre optique. Le processus de croissance lié à un processus de destruction créatrice. Le processus de croissance économique ne se traduit pas seulement par l'augmentation de la quantité de biens et de services disponibles, mais aussi par leur transformation qualitative ainsi que par celle du système productif. La croissance économique résulte le plus souvent d'un processus de destruction créatrice. Certaines activités se développent rapidement, tandis que d'autres stagnent ou déclinent. Au rythme des innovations, les produits, les méthodes, mais aussi les entreprises, leur localisation et les qualifications se renouvellent. La destruction créatrice se traduit par des différentiels de gains de productivité selon les activités, ce qui modifie la répartition sectorielle de l'emploi et nécessite une mobilité géographique et professionnelle des actifs qui ne se fait pas sans difficulté. La destruction créatrice est donc ambivalente, certes porteuse de souffrance et de chômage conjoncturel, mais aussi de nouveaux produits et de nouvelles qualifications. Le rôle des institutions et des droits de propriété. Certaines institutions contribuent à la croissance économique, celles notamment qui sont créatrices de marchés. Puisqu'en leur absence, les marchés n'existent pas ou fonctionnent très mal. Elles valorisent alors le développement économique de long terme en stimulant l'investissement et l'esprit d'entreprise. Un cadre réglementaire et un système judiciaire qui permet le respect des droits de propriété et offre un avantage aux inventeurs, par exemple via le brevet comme en France, qui assure aux entrepreneurs efficaces qu'ils conserveront leurs profits et les incite à innover. Cependant, cette protection est également susceptible de freiner la diffusion des innovations. À l'opposé, certains environnements institutionnels sont défavorables à la croissance économique. Dans les pays en guerre, instables politiquement ou encore fortement gangrénés par la corruption, le cadre institutionnel devient un frein au développement économique. C'est le cas aussi de pays où l'activité économique est monopolisée par une minorité au pouvoir qui détourne les richesses à son profit et qui empêche l'existence d'un marché concurrentiel. Voilà, c'est ici que l'éducation nationale s'arrête pour le premier chapitre d'économie.